Bonjour, aujourd'hui on va voir comment démontrer qu'une partie d'un espace vectoriel est elle-même un espace vectoriel. Alors le premier exemple qu'on va prendre, c'est le suivant. Est-ce que le sous-ensemble de R2, grand F, égale l'ensemble des xy éléments de R2 tels que x plus 2y égale 0? Est-ce que cet ensemble-là, muni des lois habituelles de l'espace vectoriel R2, est un R espace vectoriel? Alors, dans un premier temps, pour savoir si c'est un sous-espace vectoriel de R2, ce sous-ensemble est un espace vectoriel de R2, eh bien déjà nous allons nous assurer que cet ensemble, ce sous-ensemble, est non vide. Alors il est clair que c'est un sous-ensemble de R2, puisque c'est marqué dans l'énoncé. On va s'assurer que déjà ce sous-ensemble ne soit pas vide. Alors ça n'est pas l'ensemble vide, ça n'est pas un ensemble vide, parce que en fait, on peut assez facilement trouver x et y pour que la relation x plus 2y égale 0 soit vérifiée. Pour cela, il suffit de trouver x et y, un exemple de x et de y tel que réel, tel que x plus 2y soit égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme valeur pour que x plus 2y soit égal à 0? Tout simplement, on peut poser x égale 0 et y égale 0. Et dans ce cas, tu vois que on a bien x plus 2y qui est égal à 0. Donc ça signifie une chose. Ça signifie que le vecteur nul de coordonnées 0, 0, eh bien, appartient à ce sous-ensemble grand F, qui est un sous-ensemble de R2. Donc ça signifie que grand F n'est pas l'ensemble vide, puisque l'élément nul, enfin le vecteur nul de R2 appartient à F. Conclusion, grand F n'est pas l'ensemble vide. Voilà, alors une fois qu'on a démontré que grand F n'est pas l'ensemble vide, donc c'est un sous-ensemble de R2 non vide, pour montrer que grand F est un espace vectoriel, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R2. Et pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de R2, nous allons montrer que grand F est stable par combinaison linéaire. Et on va expliquer ce que ça signifie, stable par combinaison linéaire. Donc montrons que grand F est stable par combinaison linéaire. Voilà, alors qu'est-ce que ça signifie que grand F soit stable par combinaison linéaire? Alors en fait, ça signifie la chose suivante. C'est-à-dire que si tu prends deux vecteurs u et v dans grand F, et puis alpha et bêta, deux nombres réels. Donc on va prendre un vecteur u dans F, un vecteur v dans F, et puis alpha un nombre réel et bêta un nombre réel. Si tu veux démontrer que grand F est stable par combinaison linéaire, eh bien tu vas montrer que le vecteur combinaison linéaire de u et de v, c'est-à-dire alpha u plus bêta v, appartient lui aussi à grand F. C'est ça, montrer que grand F est stable par combinaison linéaire. Si je prends deux vecteurs dans grand F, je vais montrer que toute combinaison linéaire de vecteurs de grand F reste dans grand F. Alors, donc, posons U de coordonnées x, y dans R2. Voilà. Et V de coordonnées, on va prendre x' et y' dans R2. D'accord? Donc, dans un premier temps, déjà, on va exprimer les coordonnées du vecteur alpha u plus bêta v. Donc, le vecteur alpha u plus bêta v, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, tout simplement, c'est alpha x, ce sont alpha x plus bêta x', sa première coordonnée, et alpha y plus bêta y' pour sa deuxième coordonnée. Et donc,
ce que on veut démontrer, c'est que alpha u plus bêta v appartient à grand F. Donc comment on va démontrer que alpha u plus bêta v appartient à grand F? Si tu veux démontrer que alpha u appartient à grand F, il faut que tu démontres que ces coordonnées vérifient la relation qui caractérise les éléments de grand F. C'est-à-dire la première coordonnée plus 2 fois la deuxième coordonnée doit être égale à 0. Donc c'est ce qu'on va vérifier pour alpha u plus bêta v. On va voir si sa première coordonnée plus 2 fois la deuxième, ça donne 0. C'est égal à 0. Donc c'est parti. Calculons, montrons que alpha x plus bêta x', voilà la première coordonnée, alpha x plus bêta x' plus 2 fois la deuxième coordonnée, donc 2 fois alpha y plus bêta y', que ça c'est égal à 0. Si on arrive à montrer ça, on aura montré que alpha u plus bêta v est aussi un vecteur de f. Alors, alpha x plus bêta x' plus 2 fois alpha y plus bêta y'. Donc, comment montrer que ceci est égal à 0? Alors, on va réorganiser ce calcul en développant. Donc, alpha x plus bêta x' plus 2 alpha y plus 2 bêta y'. Et là, ce qu'on va faire, on va factoriser par alpha. Donc alpha est facteur de x plus 2y, et puis on va factoriser par bêta. Bêta est facteur de x' plus 2y'. Donc c'est volontairement qu'on fait apparaître le x plus 2y et le x' plus 2y'. Alors, regardons le premier produit, alpha facteur de x plus 2y. À quoi c'est égal ça? En fait, c'est égal à alpha fois 0. Alors, pourquoi alpha fois 0? Parce que justement, u appartient à grand F par hypothèse, donc ces coordonnées vérifient la relation. Le deuxième produit, c'est bêta fois 0 pour la même raison, parce que v appartient aussi à grand F. Et donc, finalement, on obtient 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on peut en conclure que les coordonnées de cette combinaison linéaire, alpha u plus bêta v, vérifient elles aussi la relation qui caractérise les éléments de f. C'est-à-dire la première coordonnée plus 2 fois la deuxième est égale à 0. Donc ça nous apprend que alpha u plus bêta v appartient à grand F. Autrement dit, grand F est stable par combinaison linéaire, et en plus c'est un ensemble non vide, donc grand F est stable par combinaison linéaire et grand F est non vide. Donc on peut en déduire que grand F, sous-ensemble de l'espace vectoriel R2, est lui-même un sous-espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de R2 et c'est lui-même un espace vectoriel, en tant que sous-espace vectoriel de R2. Donc voilà comment montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel. En général, on montre que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de référence. Alors on va regarder un deuxième exemple. Est-ce que l'ensemble grand G, alors c'est un sous-ensemble de R3 défini par les relations que tu vois à l'écran. D'accord ? Donc c'est l'ensemble des x, y, z tels que moins x plus 2y plus z égale 0 et moins 2x plus 3y moins z égale 0. Alors, première remarque, grand G c'est un sous-ensemble de R3. Voilà, première remarque, grand G est un sous-ensemble de R3. La deuxième chose qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que grand G est différent de l'ensemble vide. Donc nous allons montrer que l'ensemble grand G n'est pas vide. Voilà, alors un petit peu comme tout à l'heure, on va essayer de chercher un élément un petit peu évident qui fait partie de grand G. Alors donc il faut trouver x, y, z
faudrait savoir si on peut trouver x, y, z pour que les deux relations soient vérifiées. Mais ça, c'est très facile, puisque tu vas t'apercevoir assez rapidement que si tu choisis x, y et z, tous les trois égaux à 0, et ben les deux relations sont vérifiées. C'est-à-dire que, en fait, le vecteur nul de R3 appartient à grand G. Bah parce que moins 0 plus 2 fois 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc la première relation est vérifiée. Et puis la deuxième relation est vérifiée parce que moins 2 fois 0 plus 3 fois 0 moins 0, ça va faire 0. Donc cela signifie que les coordonnées du vecteur nul vérifient les deux relations. Donc le vecteur nul de R3 appartient bien à grand G, ce qui nous prouve que grand G n'est pas vide. Donc ceci signifie donc que grand G est différent de l'ensemble vide. Voilà. Et comme précédemment, pour démontrer que grand G est un sous-espace vectoriel de R3, donc que c'est un espace vectoriel, pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3, ce que nous allons faire, nous allons chercher à savoir, démontrer que grand G est stable par combinaison linéaire. Voilà, donc stable par combinaison linéaire. Voilà. Alors, montrons que grand G est stable par combinaison linéaire. Donc, eh bien, exactement comme tout à l'heure, nous allons prendre donc deux réels, alpha et bêta, ainsi que deux vecteurs, U et V, U un vecteur de G et V un vecteur de G. Et pour démontrer que G est stable par combinaison linéaire, nous allons montrer que bien, le vecteur combinaison linéaire, alpha U plus bêta V, cette combinaison linéaire-ci, appartient également à grand G. D'accord ? C'est comme ça que nous allons montrer que grand G est stable par combinaison linéaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour montrer que grand G est stable par combinaison linéaire? Donc, nous allons prendre U de coordonnées x, y, z dans R3, notre premier vecteur, et V de coordonnées x', y', z' dans R3 aussi. Alors, comme tout à l'heure, nous allons exprimer les coordonnées du vecteur alpha u plus bêta v. Donc, alpha u plus bêta v, c'est donc alpha x plus bêta x' pour la première coordonnée, alpha y plus bêta y' pour la deuxième, alpha z plus bêta z' pour la troisième. Voilà. Et donc, ce que nous voulons démontrer, c'est que les coordonnées de ce vecteur vérifient les deux relations qui caractérisent les éléments de G. D'accord ? Pour démontrer que cette combinaison linéaire-ci appartient à G, nous allons démontrer que ces coordonnées vérifient les deux relations moins x plus 2y plus z égale 0 pour la première, et moins 2x plus 3y moins z pour la seconde. D'accord ? Voilà. Donc c'est parti. Donc celle-là, ça va être notre première relation, et celle-ci, ça va être notre deuxième relation. Alors, on va déjà procéder à la vérification pour la première relation. Alors, justifions que donc cette relation-là est vérifiée avec les coordonnées de alpha u plus bêta v. Donc, moins alpha x plus bêta x', plus 2 fois alpha y plus bêta y', ce que je veux démontrer, plus il manque le z, alpha z plus bêta z'. Donc ce que je veux démontrer, c'est que ça, c'est égal à 0. Si j'arrive à démontrer que c'est égal à 0, j'aurais vérifié la première relation. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir arranger ce calcul? Comme tout à l'heure, on va mettre alpha en facteur. Donc alpha multiplie moins x plus 2y plus z. Et bêta en facteur, plus bêta facteur de x' moins x' plus 2y'
plus Z'. Donc ce qui laisse apparaître donc deux produits. Le premier produit, il est nul, pour la même raison que tout à l'heure, parce que U appartient à G. Voilà, moins x plus 2y plus z, c'est égal à 0, parce que, par hypothèse, le vecteur U appartient à G. Et le deuxième produit, il est nul aussi, donc plus bêta fois 0, pour la même raison, parce que le vecteur V, cette fois-ci, le vecteur V appartient lui aussi à G par hypothèse, d'accord? Donc moins x' plus 2y' plus z' est égal à 0, parce que justement, V est un vecteur de grand G. Donc, le deuxième produit sera nul, car V appartient lui aussi à G. D'accord? Donc, finalement, donc, le résultat, c'est que tout ça est égal à 0, ce qui signifie que les coordonnées de la combinaison linéaire vérifient bien la première relation. Voilà, elle vérifie bien la première relation. Alors, donc, ce que nous devons maintenant démontrer, c'est que les coordonnées de alpha u plus bêta v vérifient aussi la deuxième relation. Donc, on va prendre moins 2 fois la première coordonnée, donc moins 2 fois alpha x plus bêta x', plus 3 fois la deuxième coordonnée, alpha y plus bêta y', moins la dernière coordonnée, c'est-à-dire moins entre parenthèses, ne pas oublier les parenthèses bien sûr, alpha z plus bêta z'. Et ce que je veux démontrer, c'est que ça c'est égal à 0. Donc, comme tout à l'heure, on va factoriser par alpha et bêta. Alors, factorisons par alpha. Alpha multiplie moins 2x plus 3y moins z. Bêta, c'est un peu la même chose, multiplie moins 2x' plus 3y' plus moins z'. Voilà. Et exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, par hypothèse U appartient à l'ensemble grand G, donc le premier produit est nul. Ça va faire alpha fois 0. Donc c'est égal à alpha fois 0 pour la raison qu'on a dite également tout à l'heure. Le deuxième produit est nul pour la même raison, c'est parce que V appartient à G, donc car U appartient à G et V aussi appartient à G par hypothèse. Donc finalement ce produit est nul. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que en fait les coordonnées de la combinaison linéaire alpha u plus bêta v vérifie les deux relations qui caractérisent les éléments de G. Donc autrement dit, le vecteur alpha u plus bêta v est un vecteur de G. Il appartient à G. Donc ceci prouve ce qu'on souhaitait démontrer tout à l'heure, c'est que G est stable par combinaison linéaire. Donc c'est un sous-espace vectoriel de R3, et en tant que sous-espace vectoriel de R3, c'est bien un espace vectoriel. Voilà. Dernier petit exemple pour cette vidéo. Alors un exemple un petit peu différent. On va prendre une matrice A carrée d'ordre n et on va se demander si l'ensemble des matrices qui commutent avec la matrice A serait pas un espace vectoriel. Alors qu'est-ce que c'est que l'ensemble des matrices qui commutent avec la matrice A? Donc tu prends une matrice A carrée d'ordre n et l'ensemble des matrices qui commutent avec la matrice A, c'est l'ensemble suivant. Donc c'est un ensemble de matrices, on va les appeler M, tel que le produit de la matrice A par la matrice M est égal au produit de la matrice M par la matrice A. D'accord? Commuter, ça signifie ça. Ça veut dire que le produit de A par M est égal au produit de M par A. Et ce qu'on souhaiterait démontrer, c'est que cet ensemble de matrices M est un espace vectoriel. Alors déjà, on va quand même rappeler quelques faits et faire plusieurs remarques. Alors déjà, tu sais bien, si tu as travaillé le chapitre des matrices,
tu sais bien que le produit des matrices n'est pas commutatif. C'est-à-dire que si tu prends deux matrices carrées d'ordre n A et B, voilà, si tu prends deux matrices, bon déjà tu peux calculer leur produit, puisque là elles ont carrément exactement les mêmes dimensions, ce sont deux matrices carrées de même dimension. Mais sauf qu'en général, si tu calcules le produit de A par B, tu n'obtiens pas la même chose que le produit de B par A. D'accord? Donc le produit des matrices n'est pas commutatif. Alors, ça c'est une première chose. Généralement c'est le cas. Mais il y a quand même quelques petites exceptions, comme tu vas voir, on va t'en montrer quelques-unes. Alors, une exception tout à fait notable, bah, c'est si tu multiplies A par la matrice nulle, ben, tu obtiens évidemment la matrice nulle. Et si tu multiplies la matrice nulle par A, et ben, tu obtiens aussi la matrice nulle. Donc la matrice nulle, elle commute avec notre matrice A, la matrice nulle de Mn de R. Il y en a une autre qui commute avec A, c'est la matrice identité d'ordre n. A fois In, c'est égal à A, et In fois A, c'est égal à A. Donc commute aussi avec A, celle-là. Tiens, il y en a une autre qui commute avec A, on n'y pense jamais, mais A commute avec elle-même. C'est-à-dire que si tu fais le produit de A par elle-même, bah, tu obtiens A au carré. Et si tu échanges les places, si tu fais le produit de A par A, de la deuxième A par la première A, bah, tu obtiens A au carré aussi. Donc, et puis même les puissances finalement, même les puissances de A, elles commutent avec A. Par exemple, si tu fais A, on produit avec A puissance K, ça va faire A puissance K plus 1, et puis bah, A puissance K fois A, ça va faire A puissance K plus 1. Donc finalement, il y a quand même toute une collection de matrices qui commutent avec la matrice A. D'accord? Voilà, donc on a trouvé quand même 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Donc c'est pas mal, la matrice nulle, la matrice identité, la matrice A elle-même elle commute avec elle-même, et puis la matrice une puissance de A commutera avec A aussi. D'accord? Donc déjà, ça nous apprend une chose, c'est que l'ensemble A dont nous parlons, il est non vide. Hein, d'accord? Puisque ne serait-ce que, par exemple, la matrice nulle d'ordre n, elle appartient à cet ensemble des matrices qui commutent avec A. D'accord? Voilà, donc déjà, première remarque, CA, je vais l'appeler CA, ce qu'on appelle le commutant des fois. CA, ça n'est pas un ensemble vide. Alors, avant de démontrer vraiment que c'est un espace vectoriel, on va quand même vérifier que c'est une partie de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Alors ça, c'est pas très dur à comprendre. Montrons que CA est une partie de Mn de R. Alors pourquoi c'est une partie de Mn de R? Parce que si tu prends... alors, imagine, si tu prends une matrice qui commute avec A, donc une matrice M, voilà, soit M, une matrice qui commute avec A. Bon, alors, ce qu'il faut, c'est que nécessairement, le produit AM et le produit MA doivent être définis. D'accord? Il faut que tu puisses multiplier M par A et A par M. Donc il faut que les produits AM et MA aient un sens. Et pour qu'ils aient un sens, il faut absolument que la matrice M ait les mêmes dimensions que la matrice A. Donc ce qui signifie que la matrice M doit être une matrice carrée d'ordre n. Donc tout ça pour dire que si M appartient à CA, forcément M est une matrice carrée d'ordre n. Donc CA, c'est entre parenthèses A, c'est bien une partie de Mn de R. Donc c'est une partie non vide de Mn de R. Et ce qu'on va faire, c'est comme dans les... Donc là, on va faire une démonstration directe. Tout à l'heure, je vais te montrer une démonstration indirecte de ce résultat-là. On va montrer, c'est une très bonne méthode, que cet ensemble, C de A, est stable par combinaison linéaire. Voilà. On va montrer que c'est stable par combinaison linéaire. Alors, on va s'y prendre un tout petit peu différemment de tout à l'heure. On va démontrer ça en deux temps. On va démontrer qu'il est stable par addition et puis qu'il est stable par produit par un réel. Alors, stable par addition, ça veut dire que je vais prendre une matrice
M dans cet ensemble et une autre matrice N dans cet ensemble. Et ce que je tiens à démontrer, c'est que eh bien, leur somme appartient à cet ensemble. Donc on va déjà démontrer que C de A est stable par addition. D'accord? Alors, utilisons les hypothèses. Donc on a AM égale MA, parce que M est une matrice qui appartient à C de A. Et de la même façon, AN égale N fois A. Et moi, ce que j'aimerais bien démontrer, c'est que M plus N appartient à cet ensemble. Donc comment je vais faire ça pour démontrer que M plus N appartient à cet ensemble? Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le produit de A par M plus N. Voilà, le produit de A par M plus N. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer le produit de A par M plus N? Il faut se souvenir que la multiplication est distributive, donc on peut écrire AM plus AN. D'accord? Voilà, et maintenant, ça c'est la distributivité. Et alors, comment je vais pouvoir poursuivre mon raisonnement? Eh bien, par hypothèse, AM égale MA. Donc je vais écrire MA plus, identiquement, NA. Mais ça, c'est le résultat, donc ça c'était par hypothèse, et MA plus NA, c'est aussi égal à grand M plus N que multiplie A à droite. Donc finalement, on a réussi à démontrer que la matrice M plus N et la matrice A commutent. Donc ce qui signifie bien que la matrice M plus N appartient à CA, puisqu'elle commute avec la matrice A. Voilà, donc première partie, notre ensemble, il est stable par addition. Nous allons démontrer que si on prend aussi une matrice dans cet ensemble et un nombre réel, lambda, réel, ce que nous allons démontrer, c'est que la matrice lambda M appartient aussi à cet ensemble CA. Alors ça, c'est pas très compliqué. Donc, on travaille comme tout à l'heure. Par hypothèse, on a AM égale MA. Voilà, puisque M appartient à l'ensemble CA. Moi, ce que je veux démontrer, c'est que lambda M commute avec A. Donc, je vais examiner le produit de lambda M, la matrice lambda M, par A. Donc la matrice lambda M, c'est la matrice dont tous les coefficients ont été multipliés par lambda. Donc je vais examiner le produit de lambda M, de A, multiplié par lambda M. Donc je peux sortir le lambda et dire que c'est égal à lambda fois AM. Mais par hypothèse, le produit A fois M, il est égal au produit M fois A. Donc c'est égal à lambda MA. Et donc c'est égal à lambda M fois A. Donc la matrice lambda M fois la matrice A. Donc encore une fois, que constate-t-on? On constate que la matrice lambda M commute avec la matrice A, elle aussi. Donc ce qui signifie que la matrice lambda M appartient à cet ensemble, c'est entre parenthèses A, l'ensemble commutant de A. D'accord? Donc finalement, on a démontré que C de A est stable par addition et stable par multiplication par un réel. On a démontré aussi que C de A c'était un sous-ensemble de Mn de R non vide. Conclusion, bien l'ensemble C de A est stable par combinaison linéaire. Il est stable par combinaison linéaire. Il est non vide. C'est un sous-ensemble de Mn de R non vide stable par combinaison linéaire. Donc ce commutant, cet ensemble C de A est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Et en tant que sous-espace vectoriel de Mn de R, c'est lui-même un espace vectoriel.
Alors pour terminer sur cet exemple-là, je voudrais te présenter une autre méthode, moins directe que celle-ci, pour démontrer également que notre ensemble des matrices qui commutent avec A est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Alors pour ça, on va utiliser la notion d'endomorphisme ou d'application linéaire et de noyau. Alors, voyons voir. Quand tu prends une matrice dans cet ensemble-là, ben, ça veut dire que AM est égal à MA. D'accord? Et ça équivaut aussi à dire que la AM moins MA est égal à la matrice nulle. Donc en fait, l'idée derrière ça va être de définir une application. Alors on ne va pas démontrer qu'elle est linéaire. Non, ce qu'on va faire, c'est que on va interpréter en fait le noyau de l'application linéaire qu'on va définir dans un instant. On va interpréter en fait C de A comme le noyau d'une application linéaire. Voilà, parce que si on arrive à interpréter C de A comme un noyau, le noyau d'une application linéaire, c'est un espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Alors, quelle application linéaire? Eh bien, en fait, l'application linéaire qu'on va définir, c'est l'application linéaire qui va de Mn de R dans Mn de R, et puis, donc, qui a toute matrice M associe justement la matrice AM moins MA. Et ce qu'on va démontrer, c'est donc que l'ensemble C de A, c'est le noyau de cette application linéaire. Alors, on va passer assez vite sur le fait que l'application qu'on a définie ainsi, c'est une application linéaire. C'est un endomorphisme, en fait, de Mn de R. Ça pourrait se démontrer, on ne va pas le faire ici, mais on montre... on montrerait dans un premier temps que donc phi de A est un endomorphisme, est une application linéaire de Mn de R dans Mn de R. C'est un endomorphisme de Mn de R. Alors, on va plutôt se pencher sur la deuxième étape. Dans une deuxième étape, par contre, ce qu'on va montrer en détail, c'est que le noyau de cette application linéaire, phi de A, qui est défini là-dessus, au-dessus, c'est bien exactement notre ensemble, l'ensemble qu'on étudie depuis tout à l'heure. Donc on va montrer que ker de phi de A est égal à C de A. Alors on va montrer une double inclusion. On va montrer que d'abord ker de phi de A est inclus dans C de A. Alors pour démontrer que ker de phi de A est inclus dans C de A, eh bien on va prendre une matrice grand M dans phi de A. Et pour démontrer que ker de A est inclus dans C de A, on va démontrer que cette matrice grand M appartient alors à C de A, c'est-à-dire qu'on va démontrer que cette matrice grand M commute avec A. Donc ça veut dire que phi de A de M est égal à 0, alors quel 0? Le 0 de Mn de R. Donc ça veut dire que AM moins MA est égal à la matrice nulle de Mn de R. Et donc si AM moins MA est égal à la matrice nulle, ça veut dire que AM, A fois M, est égal à M fois A. Donc ça veut bien dire que la matrice M appartient à l'ensemble C de A. Donc ce qui prouve la première inclusion. D'accord ? On est parti d'une matrice dans ker de A et on en déduit qu'elle appartient à C de A, d'où la première inclusion. On va démontrer la conclusion opposée, donc on va démontrer que C de A est inclus dans ker de phi de A. On va montrer une double inclusion pour démontrer une égalité entre deux ensembles. Donc pareil, je prends une matrice dans C de A, donc une matrice qui commute avec A. Et ce que je vais démontrer, c'est qu'elle appartient au noyau de l'application précédente. Alors, puisqu'elle appartient à C de A, ben, je peux écrire qu'elle vérifie la relation AM égale MA. Cette relation, je vais l'écrire un petit peu autrement. Donc ça signifie que A fois M moins M fois A, c'est la matrice nulle de Mn de R, carré d'ordre n.
Mais si c'est la matrice nulle carrée d'ordre n, ben ça veut bien dire que son image par phi de A est égale à 0. 0 de Mn de R. Et bien donc, si son image par phi de A est égale à 0, ça veut bien dire que cette matrice appartient au noyau de phi de A, par définition du noyau. Donc finalement, on a bien notre double inclusion, et ce qui nous montre que le noyau de phi de A est exactement égal à l'ensemble C de A. Conclusion. Eh bien en fait, ça montre que C de A, c'est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Pourquoi? Parce que justement, c'est un noyau, car c'est le noyau d'un endomorphisme. Donc C2A est un sous-espace vectoriel de Mn de R, c'est le noyau d'un endomorphisme de Mn de R. Donc c'était une deuxième méthode, un peu moins directe que la première, qui utilise la notion d'application linéaire d'endomorphisme ici et de noyau pour démontrer que un ensemble est un sous-espace vectoriel et donc un espace vectoriel.